Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne ASR France. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur le survivalisme en général. Donc comment va se dérouler la vidéo. Dans un premier temps je vais vous donner mon avis sur le survivalisme d'une manière globale. Ensuite je vais vous détailler ce qui sont pour moi les 4 piliers du survivalisme. On va les faire un par un. Et je terminerai par une conclusion. Voilà pour ça donc. Mon avis sur le survivalisme. Alors, pour moi, le survivalisme, la définition, c'est simple, c'est l'autonomie, la résilience et l'autosuffisance. Tout simplement. Pour obtenir ça, il faut une base autonome durable. La base autonome durable, c'est l'autonomie à long terme. Voilà, tout simplement, ça passe par là. Voilà pour ça. Ensuite, à propos de l'évacuation. L'évacuation, pour moi, il y a qu'un type d'évacuation valable. On va dire c'est l'évacuation de niveau 1, donc pour tout ce qui est incendie, inondation ou catastrophe naturelle. Voilà, c'est la seule évacuation valable. Et pour ce genre d'évacuation, il y a besoin que d'un sac de 20 ou 30 litres, pas plus. Voilà, c'est pour ça que ça me fait un peu, bondir quand je vois des sacs d'évacuation de 70-100 litres avec des machettes dedans. Pour moi, ça n'a aucun sens. On ne doit pas aller vivre dans les bois pendant des semaines, c'est totalement, surtout pour une évacuation juste pour un incendie ou une catastrophe naturelle ou une inondation. Il y a des gymnases qui sont mis à disposition par l'État, il n'y a pas besoin d'énormément de choses, quoi. Encore moins de tentes ou de bâches. Voilà, ça c'est mon avis sur l'évacuation. Évacuer pour un gros effondrement ou pour une guerre civile ou une grosse catastrophe, pour moi ça, à moins vraiment d'y être obligé, pour moi ça j'envisage pas. Je vais pas quitter tout ce que j'ai construit dans ma base autonome durable pour aller je ne sais où d'ailleurs. Ce serait pas un bon calcul et ce sera encore plus risqué. Sachant qu'en cas d'évacuation, tout le monde aura la même idée que vous et tout le monde va évacuer. Donc les routes seront bouchées, vous pourrez aller nulle part en gros. Voilà, ça c'est mon avis sur l'évacuation, ça n'engage que moi. Ensuite aussi, pour tout ce qui est risque NRBC, donc risque nucléaire. Tout simplement, moi, je ne m'y prépare pas, puisque on ne peut pas s'y préparer correctement. C'est-à-dire, on ne peut pas. Il faudrait du matériel militaire en fait. Et il faudrait investir des milliers d'euros dedans pour pouvoir s'y préparer correctement. Puisque avec un masque à gaz, il faut des cartouches de rechange. Une cartouche tient environ 20 ou 30 minutes. Donc il faudrait un bon stock de cartouches. Sachant que déjà un masque ça coûte, voilà, c'est pas donné, une combinaison pareille. Et si vous avez une famille de 4 ou 6 personnes, il faudrait investir vraiment des milliers d'euros là-dedans. Et moi j'ai d'autres priorités et d'autres investissements à faire avant ça. Après, ce qu'on peut mettre en place, c'est des petites choses simples, du genre acheter des pastilles d'iode de potassium, acheter un peu de bâche et de duct tape pour pouvoir se confiner chez soi, des choses comme ça. Ça, voilà, c'est pas très onéreux et c'est une bonne chose à mettre en place. Sinon, voilà, le risque nucléaire pour moi, si ça arrive un jour, on est mal barré en gros. Voilà pour ça. Maintenant, on va parler des 4 piliers du survivalisme qui sont, selon moi, la résilience hydrique, la résilience alimentaire, la résilience énergétique et la résilience économique. Donc en premier, on va commencer par la résilience hydrique. Donc voilà, ce que vous voyez sur la table, c'est juste pour imager mes propos à chaque fois. Donc la résilience hydrique, tout bêtement, basiquement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Déjà, pour commencer, un stock d'eau en bouteille. Ça, tout le monde peut le faire. Petite bouteille, grosse bouteille, bidon de 5 litres. Voilà, ça c'est la première chose à mettre en place que tout le monde peut faire. Ensuite, on peut acheter des jerrycans alimentaires, comme vous voyez sur la table, d'une vingtaine de litres, les remplir d'eau du robinet, et éventuellement mettre quelques gouttes d'eau de javel non parfumée dedans pour conserver l'eau un peu plus longtemps.
Vous la conservez à peu près 6 mois en mettant quelques gouttes de javel, ce sera ça. Voilà, ça c'est la deuxième chose qu'on peut mettre en place. Ensuite, quand vraiment vous avez de la place, que vous avez un jardin, ce genre de choses, vous pouvez également avoir un récupérateur d'eau de pluie, faire un forage ou un puits, ou les deux après si vous avez les moyens. Voilà, ça va vous permettre de récolter pas mal d'eau. Le forage c'est bien parce que ça permet aussi avec une pompe électrique d'alimenter votre maison. Tout ce qui est robinet, eau du robinet, eau de la douche, etc. Et vous pouvez également mettre une pompe manuelle à l'extérieur dans le jardin. Ce qui fait que même sans électricité, vous aurez de l'eau à volonté. Ça, et ensuite vous pouvez investir également dans un filtre à gravité, comme vous voyez là sur la table. Filtre à gravité, sans électricité, ça vous permet tout simplement de rendre n'importe quelle eau potable. Donc que vous aurez récupéré, l'eau de pluie, l'eau de votre forage, n'importe quelle eau, l'eau d'une rivière, d'une source d'eau à côté de chez vous. Voilà. Ça, et également acheter des filtres de rechange avec le filtre à gravité, comme ça va vous permettre d'allonger votre autonomie. Donc ça, c'est ce qu'on peut mettre en place pour la résilience hydrique. Donc ensuite, la résilience alimentaire. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour une autonomie alimentaire? Déjà, faire un stock de nourriture, tout bêtement. Donc pâtes, riz, lentilles, légumineuses, tout ce qui est haricots secs, etc. Boîte de conserve. Vous pouvez prendre du thon, maquereau, sardines, etc. Éventuellement stocker des graines. Moi j'en stocke pas mal, ça peut être intéressant. Là c'est vraiment pour voir sur du long terme. Donc pour pouvoir replanter, etc., refaire ses semis. Si vous avez un jardin ou que vous avez un peu plus de place, faire un potager pour avoir ses propres légumes, ses propres fruits. Planter quelques arbres fruitiers. Éventuellement avoir quelques poules pour avoir des œufs. Vous pouvez mettre aussi des ruches pour avoir du miel. Et avoir quelques chèvres ou une ou deux vaches pour avoir éventuellement du lait. Ça c'est vraiment si vous avez de la place, si vous avez un grand jardin. Voilà, ça c'est tout bêtement les choses qu'on peut mettre en place pour la résilience alimentaire. Donc ensuite, la résilience énergétique. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Déjà la première chose à mettre en place, c'est d'acheter une cuisinière au gaz plutôt qu'une cuisinière induction ou vitrocéramique. Ça va vous permettre de stocker quelques bouteilles de gaz, donc au moins deux, comme ça vous tournez, quand une est vide, vous la remplacez et vice versa. Et ça va vous permettre en moyenne d'être autonome environ 6 mois. Même en cas de coupure d'électricité, vous allez pouvoir continuer à faire cuire vos aliments. Ensuite, deuxième chose, c'est le chauffage au bois. Donc chauffage au bois, c'est tout ce qui est poêle à bois ou cheminée. Vous allez pouvoir faire un bon stock de bois et le bois, ça se trouve partout, quoi. Vous en aurez. Donc vous avez, même en cas de coupure d'électricité, vous allez pouvoir continuer à vous chauffer. Ensuite, pour tout ce qui est électricité, donc, vous pouvez mettre en place des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques, couplés avec un onduleur et des batteries. Ça va vous permettre de stocker l'énergie. Et vous allez pouvoir, même en cas de coupure du réseau, vous allez pouvoir continuer à alimenter votre éclairage, votre frigo, etc., etc. Si on peut mettre en place également, on peut stocker des petites bouteilles de gaz comme vous voyez sur la table pour des petits réchauds en cas de secours. Vous pouvez quand même faire cuire des aliments avec. Vous pouvez stocker des bougies pour continuer à vous éclairer si vraiment vous n'avez pas de panneaux solaires et que vous avez une coupure de courant. Stocker également des piles pour pouvoir faire fonctionner vos appareils électroniques. Donc tout ce qui est piles AA, AAA, c'est les plus courantes. Là j'en ai pas sur la table, mais vous pouvez également avoir des lampes à pétrole, des lampes tempête. Pour vous éclairer, ça durera beaucoup plus longtemps que des bougies et ça éclairera mieux. Voilà, tout ça c'est des petits systèmes que vous pouvez mettre en place pour la résilience énergétique. Donc le quatrième pilier, le dernier, c'est la résilience économique. Donc essayer d'avoir des sous de côté, mettre au moins 2-3 mois d'avance de côté, de mois de salaire, pour tout simplement si on se retrouve en incapacité de travail, qu'on se retrouve au chômage,
qu'on est face à une situation difficile et qu'on peut plus aller travailler, ou qu'on doit rester chez soi tout simplement et qu'on peut plus aller travailler pour X ou Y raison. Avoir quelques mois de salaire d'avance de côté, ça vous permet voilà, d'avoir le temps de vous retourner et de trouver une solution. Donc pour diversifier son épargne, donc avoir des sous de côté sur un livret, avoir du cash à la maison, ça peut dépanner, donc le principe des fonds d'urgence, avoir une enveloppe à la maison, voilà, pour un achat qui doit se faire assez rapidement ou des choses comme ça. Ou même pour, si on parle dans le cadre de l'évacuation, pour pouvoir évacuer, quitter le pays ou autre, toujours avoir son passeport évidemment et des sous, voilà, de l'argent liquide à la maison. Ensuite, pour diversifier également l'épargne, on peut penser aussi à investir un peu dans les métaux précieux, donc or, argent, pièces d'or et pièces d'argent, ce genre de choses. Ça permet de diversifier l'épargne. Parce que c'est sûr que c'est plus pour placer son argent, c'est pas pour faire de la spéculation et revendre l'argent dans 2 mois, ça sert à rien. C'est vraiment un placement, on va dire. Là, vous savez que vous avez de l'argent placé. Parce que de toute façon, c'est pas avec le taux du livret A qu'on va devenir riche. Voilà. J'essaierai de vous faire une autre vidéo pour justement rapport à ça. Pour essayer de vous... sur les coffres forts, ce genre de choses, pour vous montrer comment sécuriser vos objets de valeur, etc. Voilà, parce que là, vous voyez quelques pièces et un peu de liquide, mais pour ceux qui veulent garder du cash à la maison, mettez pas ça dans une boîte à chaussures, quoi. Je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous montrer comment sécuriser ces biens de valeur. Voilà, là je pense qu'on a fait le tour. Je pense que vraiment le survivalisme c'est vraiment ça, c'est vraiment tendre au maximum vers l'autonomie. Et ça passe forcément par la base autonome durable parce que vous n'allez pas être autonome longtemps si vous vivez dans une caravane ou que vous évacuez dans les bois. Ça va durer quelques jours, une semaine, 2 semaines, mais ce sera pas sur du long terme. Là, on parle de l'enracinement vraiment voilà, l'enracinement sur le long terme. On parle pas de quelques jours, quelques semaines. Là, c'est vraiment sur du long terme. La base autonome durable, en général, c'est notre maison, hein, tout simplement. Si vous faites un crédit sur 20-25 ans pour une maison et que vous vous en servez pas, que vous vous en servez que en cas d'évacuation ou d'un effondrement, etc., c'est un peu idiot. En gros, autant investir dans une base autonome durable qui sera votre maison et vous pourrez en profiter tout au long de votre vie. Et également, vous allez pouvoir développer votre autonomie dans ce lieu-là. Donc voilà ma vision des choses sur ça. C'est la base autonome durable, normalement c'est notre domicile, c'est là où on vit, c'est là où on peut profiter de ce qu'on met en place tous les jours. Donc tout ce qui est panneaux solaires, etc., ça va nous permettre d'économiser sur l'électricité. Ça va nous permettre voilà, des économies sur le chauffage parce qu'on aura un poêle à bois ou une cheminée. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir profiter tous les jours de notre vie. C'est pas... Avant de survivre, il faut penser à vivre quand même. Ça, c'est... Je finirai sur ça parce que c'est vrai qu'il y en a qui oublient un peu ça. Donc, donnez-moi vos avis sur le sujet. Voilà, c'était ma vision des choses sur le survivalisme en général. Je pense avoir fait le tour. Donc, donnez-moi votre avis et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.